Nous sommes tous différents dans nos comportements, nos envies, nos désirs et notre sexualité. La personne en situation de handicap n'est pas handicapée sexuellement. Elle a juste à faire avec un corps non conforme et contraignant. Le manque de conformité, le regard de l'autre peuvent parfois empêcher d'oser avoir une sexualité, d'oser exister. Nous avons voulu faire ce film parce qu'au-delà des mots, il faut des solutions pour les aides techniques pratiques et concrètes qui permettront à toutes et tous de vivre une vie affective et sexuelle, parce que les questions soulevées et les solutions qui restent à trouver interpellent directement les proches, parents et professionnels, qui se sentent mal à l'aise, désarmés. À Marseille vit Stéphanie, jeune femme de 22 ans, atteinte d'une dystrophie musculaire congénitale. Elle est étudiante en mathématiques et vit avec sa mère. Donc j'ai dansé mon premier show à l'âge de 14 ans. Et ça a été le combat de 2 ou 3 ans quand même pour pouvoir danser un show. Mais le plus beau, c'était... Pendant longtemps, c'est resté le plus beau jour de ma vie quand même. Et donc toutes mes copines savaient que mon plus grand rêve, c'était ça. Et il se trouve que juste avant mon opération du dos, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les booms. Donc on avait une boom et j'avais très envie de danser avec l'un de mes meilleurs amis. Et je ne sais plus comment ça s'est déroulé, mais il se trouve que j'ai pu danser avec un de mes amis. Et c'était magique. C'est bizarre parce qu'à ce moment-là, je me suis sentie être une fille. Bon, j'ai toujours été une fille, a priori, mais j'étais pas un espèce d'objet planté dans un coin, qui était ni fille ni garçon, c'était un espèce de truc dans un fauteuil. Là, j'étais une fille. Là, j'étais appréciée en qualité de fille. Et ça fait plaisir. Ça manquait. On parle... Moi, j'ai toujours essayé de considérer Stéphanie comme une enfant, puis comme une jeune fille, comme les autres. Donc forcément, c'est un sujet qui est un petit peu... la sexualité proprement dite est un petit peu tabou. Je crois que ce qui est le plus important pour Stéphanie, c'est rencontrer l'âme sœur. C'est l'affectif qui est plus important, c'est sa solitude qui est plus importante que la sexualité. La sexualité, je crois que c'est quelque chose qui vient quand il y a quelqu'un, quand on a rencontré la bonne personne. Oui, j'ai envie d'en parler, parfois, de certaines choses, mais je parle à mes amis. Et cette envie de prince charmant, c'est ça que tu as envie, il ressemblera à quoi? Je sais pas. Quelqu'un de gentil, déjà. Et je sais pas. Je sais pas exactement. On va éviter de se projeter. Parce que... On verra bien. Tu veux pas te projeter, ça te fait peur? Ouais. Je me projette pas parce que... Si je suis déçue, ça va faire mal. Depuis que je suis petite, on me dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Bon, je sais pas, je serai chorégraphe, voilà, j'ai voulu être chorégraphe. Je serai machin, je serai très loin. Et dans la vie personnelle, je me suis jamais projetée. Enfin, j'ai essayé du moins, c'est difficile, mais j'ai essayé. Parce qu'à l'époque, quand je me voyais grande, c'est-à-dire 20-25 ans, je savais pas si je serais debout, en fauteuil, guérie ou pas. Donc, j'avais 2 visions différentes. Mais c'est le problème de l'absence de l'âme sœur qui est
qui est difficile à gérer, qui est d'autant plus difficile à gérer que moi aussi je suis en recherche d'une âme sœur et que moi j'ai pu faire depuis le départ de mon mari on va dire 1 ou 2 rencontres et que là ça devient difficile parce que je culpabilisais moi par rapport à ma fille qui elle attend toujours son prince charmant. J'ai pas rencontré mon prince charmant mais mais je veux dire un moment où on peut se poser, on peut poser la tête sur l'épaule de quelqu'un, même si c'est quelqu'un de passage. Ce moment-là est important et quand on est seul, et maintenant que je sais ce que c'est, c'est, enfin, je mesure encore plus le manque de Stéphanie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été, dans nos questionnements. Un peu refoulé, c'est des questions qu'elle a posées à des médecins. Il y a 3 ans, j'ai demandé à mon médecin que je suivais à l'hôpital. Je dis voilà, j'ai une question personnelle à vous poser, j'aimerais vous voir seule. Bon, déjà, on n'était pas seul, évidemment, il y a toujours la secrétaire, etc. Et donc, je lui ai dit est-ce que vous pensez que je pourrais avoir des enfants ? Et la première chose qu'elle a répondu, elle m'a dit, tu sais Stéphanie, il faut être 2. Bon, les médecins qui répondent ça, bon, alors, je me suis dit, elle a dû chercher ses mots, elle cherchait quoi me dire, mais quitte à ne rien dire, c'est mieux. Je me rappellerai toujours Stéphanie, je l'amenais, elle était en maternelle, je l'amenais à l'école, elle devait avoir 4 ou 5 ans, et elle m'avait dit, maman, est-ce qu'un jour, moi aussi, je pourrais être maman ? Parce qu'elle prenait déjà conscience de sa différence, ça c'est certain. Mais elle a pris conscience aussi qu'il y avait peut-être un empêchement. Mais donc, il y a ce questionnement auquel elle n'a pas de réponse. Et moi, j'en ai pas non plus. Et puis il y a surtout est-ce que quelqu'un va l'aimer ? Marie-Antoinette et Sébastien se sont rencontrés il y a 4 ans. Après avoir longuement conversé par ordinateur interposé, ils ont décidé de se voir, puis de vivre ensemble. En fait, sur mon profil, j'avais mis des photos de moi, des photos où on pouvait voir mon fauteuil. Enfin, on était supposé pouvoir voir mon fauteuil, mais lui, il n'avait pas du tout fait attention. Et donc, je pensais qu'il discutait avec moi en connaissance de cause, quoi. Et en fait, c'est lors d'une discussion où il me demandait ce que j'aimais faire, si je faisais du sport, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas tout capté, quoi. Donc, je lui ai demandé de retourner voir mon profil, plus particulièrement les photos. Et en fait, c'est là qu'il s'est rendu compte que j'étais en fauteuil, que j'avais un handicap. Ça n'a rien changé puisque la première chose que j'ai remarqué, c'est sa gentillesse. Et c'est à partir de là que j'ai apprécié la personne. On est beaucoup plus attentif à des petits détails, à l'autre. Il y a moins besoin de parler, je pense, peut-être. La différence, c'est... tout se passe par l'expression du visage ou les intentions, en fait. Tout vient naturellement. Enfin, généralement, tout vient naturellement. En fait, il suffirait même que je bouge un peu la main, mais vraiment un petit peu pour qu'il comprenne ce que j'ai envie de lui faire ou est-ce que j'ai envie de le caresser. Et en fait, quand on s'est rencontrés, finalement, j'ai rien eu à lui dire parce que c'était naturel. Les gestes qu'il avait envers moi, ils étaient naturels. Il m'a fait manger naturellement. Il m'a emmené aux toilettes naturellement et ça ne nous a pas gênés du tout, quoi, l'un pour l'autre.
Marie-Christine et Franck vivent dans la banlieue de Lille. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans et ont aujourd'hui un bébé de 17 mois. Marie-Christine a fait à l'âge de 3 ans un accident vasculaire cérébral occasionnant une hémiplégie et Franck a une amyostrophie spinale infantile de type 2. Bon, on était étudiants encore quand on s'est rencontrés, donc comme tous les étudiants, on a commencé à travailler. Et puis, une fois qu'on a commencé à travailler chacun, on s'est posé la question de fonder une famille. Puis à ce moment-là, en fait, Franck avait beaucoup moins d'aide qu'actuellement. Donc petit à petit, je devenais l'aidant et donc mon rôle de femme était en train de s'amenuiser. Par exemple, quand on allait se coucher, donc Maxine me déshabillait, éventuellement elle me mettait aux toilettes, puis après on était couchés. Puis, je sais pas, ça fait bizarre d'avoir une relation charnelle. Si avant, s'il y avait tout le... C'est un peu... quand on est arrivé à un point où, quand je regardais Marie-Christine, je sais pas si c'était mon aidante ou mon épouse, quoi. On peut pas construire une relation durable comme ça. Donc ça fait qu'on n'était pas en capacité psychologique de dire qu'on pouvait être parents parce qu'on n'était pas du tout là au niveau de l'avancement du couple. On avait l'impression de régresser. Et puis le forfait grande dépendance est arrivé, c'était une bouffée d'oxygène. Franck a pu prendre des aidants, je suis sortie, je suis redevenue l'épouse. Et donc à ce moment-là, ça a tout enclenché naturellement. À Angers, dans la résidence de Guet-Argent, vivent William et sa mère. Et tu as envie de connaître, toi, ce que c'est que la sexualité? Ouais. Comme les gens de mon âge, à peu près, mais... Malheureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais pas quoi faire, je suis impuissante, je sais pas quoi faire. Bien sûr, je suis en souffrance autant que lui, j'aimerais qu'il soit épanoui, heureux, amoureux. Je sais vraiment pas quoi faire, quoi. Tu arrives à en parler avec ta mère? Ah, des fois, mais... On n'est pas du même côté. C'est-à-dire? C'est qu'elle n'aime pas trop en parler parce que ça énerve. Mais elle me comprend quand même de ce côté-là. Si elle me voit heureux, c'est sûr, mais... Elle y croit pas trop. Quelqu'un de normal et quelqu'un de moi. Enfin, moi, qu'il aille sur Internet, ça me gêne pas, qu'il visite des sites, qu'il regarde. Mais après, qu'il contacte des gens pour pouvoir leur demander de venir ici. Voilà. Qu'il donne son adresse, son numéro de téléphone et il demande à la personne de venir, ça me fait peur. Ouais. Ça me gêne pas en soi, mais ça me fait peur. Il y a quelqu'un rêve, en fait, que ça devient intéressant. Que dans la réalité, c'est différent. Il y a que des rêves que c'est intéressant, mais... Tu peux me raconter un de ces rêves? Moi, en fait, c'est une personne valide, en fait, qui a le posé dans le cœur, en fait. Mais qui est intéressée. Non ignorant. Et ça, je trouve ça bien, parce que dans la réalité, on voit pas ça. Peut-être moi qui le freine. On dit que c'est moi qui freine un peu, en fait. Je freine mon fils, quoi. Moi, je me rends pas compte. Mais c'est ce qu'on vous dit? C'est ce qu'on dit, ouais. Je suis trop fusionnelle, je le laisse pas aller vivre sa vie assez... J'ai tellement peur, quoi. Tellement peur qu'il lui arrive quelque chose quand je suis pas là. Parce que des fois, on a peur toujours de mourir un jour sans connaître quelqu'un, en fait. Et c'est surtout ça qui me fait peur le plus. De ne pas mourir avant que je connaisse personne. De moins, de jamais comprendre, jamais connaître ça. Mais je trouve que ça me fait peur. En famille ou en institution, la sexualité est souvent taboue, ce qui nuit au développement affectif des femmes et des hommes en situation de handicap. Près d'Angers,
l'AFM gère un établissement où vivent 50 résidents avec des pathologies souvent lourdes. Qu'en est-il en institution de l'intimité et du désir ? Ici, il n'y a pas, je n'ai pas d'intimité, moi. Si vous voulez. Moi, mon intimité, je la vis avec ma copine. Ici, c'est pas, pour moi, c'est pas intime. Je la vois pas. Et bon, moi, j'ai des photos, bien sûr, mais c'est pas comme si elle était là. Et ce manque-là est vraiment très, très dur à vivre pour moi. C'est vraiment un manque affectif intolérable, parce que. Par rapport à cette intimité lors d'une toilette notamment, autant au début, moi je sais que j'étais mal à l'aise, plus envers la toilette des hommes qu'envers la toilette des femmes. Et puis petit à petit, en fait, c'est quelque chose qui, je dirais pas que ça se banalise, mais bon, avec le résident, on arrive quand même à en parler avec humour un petit peu, je dirais. On fait beaucoup attention à ce que le résident soit très propre, à la propreté, à l'hygiène, et peut-être moins au côté relationnel. Et on est plus dans la technique, dans une technique de soins, de toilette. Et il serait peut-être temps aussi d'y repenser un peu et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'échange exactement au niveau de cette relation. C'est-à-dire, moi, j'ai connu une période où j'ai pu avoir des rapports. Peut-être pas comme j'aurais voulu, mais quand même. Alors donc après, par la suite, je me suis fait une raison. Et ça génère de la frustration, ça? Ah oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Énormément. Je me souviens de mettre la main du résident donc sur son sexe, de le laisser et rappeler après, voilà. Et puis autrement aussi effectivement de téléphoner, soit téléphone rose, comme ça se faisait un moment, et puis de le laisser et puis voilà, il rappelait après quoi. On regarde des films X pour se changer, pour bien sûr, c'est pas parfait, parce que exagéré, mais ça permet de les fantasmes de les endormir un peu. C'est vrai qu'on parle de la sexualité, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il n'y a pas de solution. Comment gérer ça? Comment gérer la souffrance du résident, donc de la résidente? Bon, la résidente, elle le partage moins, par contre. On entend moins parler, des femmes, alors que ça existe, et qu'il y a une souffrance aussi. Mais ça reste plus tabou que les hommes. Moi, ça me manque énormément. Même la tendresse, les trucs qu'on faisait avant, pas pareil maintenant. Je suis toute seule en plus, alors c'est dur à expliquer. À deux, on avait à deux, mais le pauvre copain est décédé. Avant, il était avec moi, alors c'est facile à parler avec lui, mais toute seule, moi je me sens vraiment seule. On se retrouve dans la chambre tous les deux, souvent tous les soirs, la journée pareil. Il faut trouver des fois une dans le lit. C'est vraiment difficile parce que les nuits, c'est vraiment trop étroit. Moi, j'aime un peu pour le faire un peu 20 fois par semaine à peu près.
Il y a une fille qui était au courant, une simplement, qu'elle venait me coucher le soir, ils m'ont enlevé à l'heure qu'on avait de vie. Et à ça qui me couchait, qui me relevait pour me dans ma chambre. Sur l'accompagnement sexuel des personnes vivant en établissement, des personnes handicapées, qui se passe dans certains pays européens, notamment au Danemark ou en Hollande, je sais que ça se pratique un petit peu là-bas. Effectivement, moi je suis pour qu'un personnel extérieur à l'établissement puisse intervenir et pourquoi pas aller jusqu'à l'acte sexuel si nécessaire et si ces personnes sont d'accord et formées pour. Moi, je trouve que ça fait partie d'un confort, comme on peut faire du yoga, comme on peut faire de la musique. Voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment changer les mentalités. C'est surtout ça. Surtout faire changer les mentalités, faire changer un état d'esprit, quoi. Ça fait partie de la vie. On mange, on boit, on court, on aime, on a aussi une sexualité. Et ça, pour moi, ça fait partie de la globalité de la vie, quoi. C'est partie intégrante de la vie d'un être humain, je veux dire. Moi, je trouve que vraiment, ce serait... Si on pouvait en arriver là, on aurait vraiment fait un grand pas. Accéder à une sexualité... L'aide sexuelle appliquée dans certains pays d'Europe du Nord peut-elle être mise en place en France ? À Strasbourg, au Parlement européen a eu lieu en mai 2007 un colloque intitulé « Dépendance physique, intimité et sexualité ». Marcel Nuss en a été l'un des instigateurs. Handicapé en très grande dépendance, il est père de 3 enfants et partage sa vie avec une personne valide. Il faut être très clair. Je vais déjà venir d'abord une réflexion qu'on m'a souvent faite. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, à vouloir être masturbé, à vouloir un accompagnement sexuel? Vous allez mettre en place une forme de prostitution légale alors que des centaines de personnes valides vivent en désirance sexuelle. Je dis d'accord, entièrement d'accord. Ce n'est pas l'apanage des personnes handicapées d'être frustrées, d'en souffrir. Mais la différence, c'est que la personne valide, elle a ses 2 mains, elle peut se branler. La personne totalement dépendante comme moi, par exemple, comment elle ferait? Donc, c'est pour ça qu'il faut un accompagnement. C'est d'abord un soulagement. Et ce n'est sûrement pas un soin. Pour moi, un soulagement doit être composé d'une écoute. D'une part importante d'écoute, parce que la parole est essentielle. Il faut savoir, et ça n'a pas évolué depuis 40 ans, que dès qu'une personne handicapée essaye de parler de ses frustrations, essaye de parler de ses attentes, de sa détresse. De sa détresse, il n'y a plus personne. Ça crée une gêne, un malaise, et en général une fuite. Toute personne handicapée, comme toute personne valide, rêve de fonder une famille, de vivre en couple. Personne n'a comme objectif premier d'être accompagné sexuellement. Donc l'accompagnement, ce n'est pas la réponse. C'est une réponse. Et une réponse qui est attendue par des centaines, voire des milliers de personnes en France. Moi, je dirais qu'il faut oser se lancer, quoi. De toute façon, moi, c'est ce que je me suis dit quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, de toute façon, ce qui peut c'est quand même moi qui ai entrepris les choses, plus ou moins. Toi, t'étais pas très entreprenant. On aurait toujours pu être amis 1 an après. Et moi, je me suis dit, de toute façon, ce qui peut se passer de pire,
c'est que finalement, je me prenne un râteau. Bon, bah, c'est tout. Partant de cet objectif-là, on peut se dire qu'on peut essayer de se lancer dans des relations, rencontrer des gens, et puis voir. Et puis, je pense que il y aura des bonnes surprises à la clé. Je pense que c'est surtout en sortant, parce qu'en restant chez soi, c'est vrai que rien ne se passera. Et ni sur Internet non plus. Moi, je pense qu'il faut sortir, il faut aller dans les cafés, il faut occuper la place. Et puis, en parlant avec les gens, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et il y a des bonnes surprises qui peuvent arriver, bien meilleures que ce que la société promet actuellement, je pense. Ça, il faut vraiment croire. Faut croire, à mon avis, il y a plein d'instants de bonheur qu'on peut avoir et des instants à saisir comme ça.